Alors je ne sais pas encore si j'utilise à bon escient le rôle d'Auguste et le rôle de clown, mais je crois que ce n'est pas le moment de se poser la question, sinon ça va m'embrouiller. Je ferai ça pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je resterai sur ce que j'ai prévu. Alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, en pensant à quelqu'un, ah tiens, lui, c'est un bilieux, il est du genre impatient, il se met facilement en colère, ou bien de dire, ah, bah, tiens, lui, il est plutôt flegmatique, c'est quelqu'un d'assez calme. Ça vous est déjà arrivé? Eh bien, dans ce cas, vous avez utilisé le modèle des tempéraments sans le savoir, ou peut-être en le sachant. En tout cas, ce que j'espère, c'est que d'ici quelques minutes, eh bien, vous saurez tout sur les tempéraments. Donc voilà ici une illustration de ce que sont les tempéraments. On retrouve les expressions flegmatiques, sanguins, mélancoliques, colériques, ainsi que les signes du zodiaque et aussi les couleurs de l'alchimie, le blanc, le noir, le rouge et le jaune. On aura l'occasion d'en reparler. Excusez-moi, lequel est nerveux là-dedans? Parce que moi j'ai appris les tempéraments avec un qui s'appelle nerveux mais pas mélancolique. Nerveux, je pense que ça sera le colérique, qu'on appelle aussi le bilieux. Ah non, Non. il y a bilieux, sanguin, nerveux et lymphatique dans les tempéraments. Alors lymphatique, c'est flegmatique, et nerveux, ça serait le mélancolique à ce moment-là. Alors les tempéraments, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis longtemps, il y a eu une quinzaine d'années à peu près. Déjà, c'était suite à une formation que j'avais suivie sur ce qu'on appelle les styles sociaux, qui est en fait un modèle qui s'appelle aussi persona, et qui en fait ne sont qu'un des nombreux avatars des tempéraments. Et ça a été renforcé, cet attrait, par ce livre que j'ai découvert par hasard. C'est la serendipity qu'on rencontre dans les librairies. On tombe sur un livre dont la couverture nous accroche, et ça a été le cas avec celui-là. Et rien que le titre aussi, Please Understand Me, ça me parle. Je connaissais déjà le MBTI, je suis INFP, et quand on est INFP, ben la quête qui nous occupe toute notre vie, c'est celle de l'identité. Qui suis-je? Et donc on a envie de se comprendre, de comprendre les autres, parce qu'en comprenant les autres, on se comprend mieux, en se comprenant mieux, on comprend mieux les autres, donc il y a une circularité là-dedans. Et donc les mots tempérament, caractère, intelligence, tout ça, ça m'a bien plu, et donc j'ai acheté le livre, et après je l'ai dévoré une fois rentré chez moi. Et alors Kersey, lui, il a fait, vous avez sans doute entendu parler si vous avez étudié le MBTI ou une de ses variantes que sont le CCTI ou le Golden, il a fait le lien entre les tempéraments, notion très ancienne, et puis les types du MBTI. Et ce qu'il nous dit, en fait, c'est que son approche à lui n'a rien à voir avec les types psychologiques de Jung. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête des gens, il s'intéresse à leur comportement observable. Et donc ce qu'il a retenu comme comportement observable, c'est deux choses. Premièrement, le style de communication, c'est-à-dire est-ce que j'utilise plutôt des mots qui décrivent des choses, des actions, des choses concrètes en tout cas, ou bien est-ce que j'utilise plutôt des mots qui décrivent des concepts, des idées, c'est-à-dire des choses abstraites. Deuxième comportement observable, est-ce que mes actions sont plutôt pragmatique, c'est-à-dire tourner avant tout vers l'objectif, vers la tâche à accomplir, ou bien est-ce qu'elles tiennent compte du groupe auquel j'appartiens, est-ce qu'elles se posent la question de la collaboration, de la coopération. Et en croisant ces deux critères, eh bien, 2 x 2, ça fait 4 tempéraments possibles, qui correspondent, toujours selon David Kersey, aux 4 combinaisons de lettres NF, NT, SJ et SP. Et à partir de là, ça va vraiment être le centre de son modèle, il va retrouver en quelque sorte les 16 types du MBTI, mais par une démarche très différente. C'est-à-dire qu'à partir des 4 tempéraments, il va décliner des variantes. Si je suis SJ, est-ce que je suis SFJ ou STJ? Si je suis NF, est-ce que je suis NFJ ou NFP, etc. Et ensuite des sous-variantes. Est-ce que ces variantes sont elles-mêmes plutôt extraverties ou introverties, pour arriver finalement aux 16 combinaisons possibles qui correspondent aux 16 profils du MBTI avec les noms qu'il leur donne, puisqu'il ne se contente pas de lister les lettres, il donne des noms à ces 16 possibilités. Et ce que vous remarquez, c'est que contrairement au MBTI où la dimension extraversion-introversion est vraiment très importante, quand on explore le type, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que je suis plutôt dans l'extraversion ou dans l'introversion? Ensuite, cette préférence, elle va être structurante, puisque elle va colorer en les orientant chacune des fonctions. Et puis en tandem avec la préférence JP, elle va définir quelle est la hiérarchie
des quatre fonctions, donc elle a vraiment un rôle central et très structurant. Ici, ça vient presque en dernier comme un détail, comme une nuance. Et donc, il arrive de cette manière à ces 16 profils MBTI. Alors, je vous propose de reprendre les 4 tempéraments et de les regarder d'un peu plus près, puisque c'est le sujet de la conférence. Il ne s'agit pas de reprendre le MBTI à la sauce Kersey, mais vraiment de s'intéresser au tempérament. Alors, si on les dispose comme ça, on va pouvoir mieux comprendre comment ils fonctionnent, comprendre aussi leur interaction et en quoi ils sont importants pour nous. Est-ce qu'on peut avoir, je me souviens plus ce qu'il y avait marqué, action et je sais pas quoi, c'est où il y a la légende. Ah oui, super. Voilà. Action pragmatique ou collaborative et communication abstraite ou concrète. Alors la communication abstraite ou concrète, ça correspond à ce qu'on connaît, S ou N. Et après, pour l'aspect pragmatique ou collaboratif, quand on est du côté du N, on a du T ou du F, donc là ça nous parle. Le J ou le P, peut-être moins évident par rapport à ces aspects-là, mais je dirais que ce n'est pas le sujet. On pourrait y revenir après si vous voulez, quand on prendra le pot de l'amitié. Alors quand on dispose des tempéraments comme ça, on apprend plein de choses sur eux. Premièrement, parce qu'ils ont en commun des choses selon qu'on les regarde en ligne ou en colonne, et il se passe aussi des choses très intéressantes sur la diagonale. Alors les deux tempéraments du haut, ils ont en commun d'avoir, je dirais, une vision du monde plutôt pessimiste ou méfiante en tout cas. C'est-à-dire que le gardien et le rationnel, ils se disent, si je laisse faire les choses, si je laisse les choses livrées à elles-mêmes, ça va mal tourner, ça va partir dans tous les sens et les gens vont faire n'importe quoi. C'est un peu la vision du monde qu'ils ont. La ligne du bas, donc notre idéaliste et notre artisan, ils ont plutôt une vision positive. Ils se disent, si on laisse les choses livrées à elles-mêmes, ça va bien se passer, les gens sont plutôt bons de nature, donc regardons comment ça va se passer. Et en colonne, il se passe quelque chose de différent, c'est comment est-ce qu'ils agissent. Alors la colonne de gauche, c'est un mode plutôt réactif, voire parfois passif, en réaction aux événements. Et la colonne de droite, donc le rationnel et l'artisan, c'est plutôt un mode proactif. Et si on croise les deux, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, le gardien en haut à gauche, il se dit, pour que ça parte pas dans tous les sens, pour que les gens fassent pas n'importe quoi, je mets un cadre, je mets des règles, je suis attentif aux détails. Et le rationnel, il dit, pour que les gens fassent pas n'importe quoi, pour que ça parte pas dans tous les sens, je vais me battre. Ça, ce sont donc les comportements préférés des deux tempéraments du haut. L'idéaliste et l'artisan, donc la ligne du bas, eux, ils vont avoir une attitude différente. L'idéaliste, il va se dire, si je laisse faire les choses, ça va bien se passer. Les gens, par nature, sont plutôt sympas. Aimons-nous les uns les autres. Et puis l'artisan, il va se dire, en partant du même constat, puisque les choses ont tendance à plutôt tourner bien naturellement et que les gens sont sympathiques, sont bons par nature, super, amusons-nous. Donc, c'est les caractéristiques essentielles de nos 4 tempéraments. Qu'est-ce qui va se passer sur la diagonale? Alors, sur la diagonale, c'est intéressant parce que c'est souvent là qu'on va avoir au minimum des malentendus, des difficultés de communication, voire carrément des conflits. Parce que le gardien et l'artisan, sur quoi ils s'opposent? Sur la dimension JP, c'est ça la différence entre les deux. Donc le gardien, qu'est-ce qu'il va dire à l'artisan? Il va lui dire, t'es bien gentil, t'es très réactif, t'as plein d'idées pour trouver des solutions quand il y a un problème qui se présente, t'as 150 idées à la seconde, mais ça part dans tous les sens, t'es pas fiable mon ami. Il faut un peu que tu rentres dans le rang et que tu respectes les échéances et les règles. Inversement, l'artisan, il va dire au gardien, t'es bien gentil avec tes règles, tes procédures, tout ça, mais lâche-toi un peu, t'es un peu trop rigide. Donc c'est là-dessus qu'ils vont s'opposer. Et entre le rationnel et l'idéaliste, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi ils s'opposent? Ils s'opposent sur la dimension TF. Donc en substance, l'idéaliste va reprocher au rationnel, il va lui dire, écoute, d'accord, tu es un visionnaire, c'est certain, je ne remets pas ça en question, tu es un visionnaire, mais tu es tellement tourné vers ton objectif que tu es vraiment un bulldozer. Tu fonces vers ton objectif sans te préoccuper de savoir si les gens sont prêts à te suivre, s'ils sont motivés, s'ils ont tout ce qu'il leur faut. Et le rationnel, le reproche qu'il va faire à l'idéaliste, ça va être, écoute mon bon ami, d'accord, tu aimes tout le monde, tu as envie qu'on t'aime, mais on n'est pas chez les bisounours, il faut que tu apprennes à t'affirmer, à dire non, et à prendre des décisions parfois impopulaires.
Donc là, on voit bien comment se passe la dynamique entre les tempéraments quand on est sur la diagonale. C'est souvent là-dedans, quand il y a des conflits interpersonnels, quand il y a même parfois des impressions, parfois c'est une réalité, mais quand il y a des impressions de harcèlement, ça peut être, par exemple, entre un idéaliste et un rationnel, ou entre un artisan et un gardien. Alors la diagonale, elle est aussi intéressante parce que ce qui se passe dans le coin opposé de la matrice, ça correspond aussi à ce qu'on appelle la fonction inférieure dans le MBTI, c'est-à-dire qu'en cas de stress important ou prolongé, on peut basculer de l'autre côté de la matrice, passer dans la case opposée. C'est-à-dire que notre gentil idéaliste, notre bisounours qui aime tout le monde, s'il est très stressé, là, il peut devenir très dur et très cassant, et les autres lui disent « mais on ne te reconnaît pas, c'était pas toi ». Et inversement, l'artisan peut devenir tout à coup focalisé sur des détails où il veut qu'on respecte absolument certaines règles, et inversement. Ça vous paraît plus clair, les fonctionnements des tempéraments maintenant? Parce que c'est vrai que quand on étudie le MBTI, alors quand je dis MBTI, ça inclut évidemment le CCTI, le Golden, toutes ces variantes, mais quand on étudie, il n'y a pas grand-chose sur les tempéraments, il y a une demi-page, hein, si vous ouvrez le livret Introduction au type psychologique, il y a une demi-page sur les tempéraments, et c'est vraiment mentionné en passant. D'où l'intérêt, me semble-t-il, d'y consacrer un peu de temps pour bien s'approprier leurs propriétés. Alors les noms ne sont pas choisis au hasard. Hein. Le gardien, qu'est-ce qui combine le côté concret et le côté structuré? Donc sa contribution dans un groupe humain, ça va être d'apporter de la structure, des règles. L'artisan concret, mais plutôt en ouverture, en accueil de ce qui se passe, il va être très, très doué pour apporter des solutions rapides en cas de crise, notamment. Donc le gardien, lui, ça sera une forme d'intelligence logistique, alors que l'artisan, ça sera plutôt une forme d'intelligence tactique, on pourrait dire. Le rationnel, c'est un visionnaire, N, mais une vision informée par une analyse logique et rationnelle. D'où le nom de rationnel, il apporte une intelligence finalement stratégique au groupe dans lequel il évolue. Et puis l'idéaliste, une vision aussi, mais informée par un souci des valeurs, un souci du côté humain, donc une intelligence plutôt diplomatique. Sa contribution à un groupe sera diplomatique. Ok ? Alors, le voyage dans le temps commence, on remonte à l'Antiquité. Cette notion de tempérament, elle est très ancienne, et déjà Hippocrate, donc médecin, le serment d'Hippocrate, il y a des médecins dans la salle, donc ils connaissent le serment d'Hippocrate, et il s'est intéressé au tempérament, et lui, ce qu'il disait, c'est que c'était basé sur les humeurs. Alors les humeurs, c'est des fluides qui circulent dans le corps, et il disait, selon l'humeur sous l'influence de laquelle vous vous trouvez, ben vous aurez un tempérament différemment. Si c'est le sang, vous êtes un sanguin. Si c'est la bile, vous êtes un bilieux ou un colérique, hein, c'est la même signification. Si c'est la bile noire, mélancolia, hein, l'étymologie, c'est mélan, c'est la même racine que mélanine, noire, et colia, la bile, donc mélancolique. Et si c'est le flegme, vous êtes un flegmatique, ou apparemment un nerveux dans certaines typologies, puisque le flegme, on pensait que c'était le cerveau qui le sécrétait, d'où sans doute peut-être la proximité avec nerveux. Donc cette théorie des humeurs, elle est vraiment passée dans le langage. Hein. Quand je vous demandais au début si vous aviez déjà dit de quelqu'un, bah, lui c'est plutôt un bilieux ou c'est plutôt un flegmatique, on dit ça dans la langue de tous les jours, enfin, on le dit mais sans forcément savoir que ça remonte à l'Antiquité et que ça correspond à la théorie des humeurs. À peu près au même moment, Platon, dans la République, imaginait une cité idéale, et il disait que dans une cité idéale, il y a 4 sortes de personnes. Ben justement, les gardiens, les rationnels, les idéalistes et les artisans, qui contribuent chacun à leur manière à la société humaine. Les gardiens vont contribuer par la structure, ils vont apporter de la structure, des règles, de l'organisation à la structure, à l'organisation, pardon, et les rationnels, ils vont apporter leur esprit logique, leur analyse rationnelle. Les idéalistes vont apporter leur empathie, leur sensibilité, leur souci de l'humain, de l'éthique. Et puis, les artisans vont apporter leur créativité, pas nécessairement uniquement au sens artistique du terme, mais leur créativité en termes d'apport d'idées nouvelles ou de solutions aux problèmes de tous les jours. Un peu plus tard, Aristote. Alors Aristote, lui, s'intéressait plutôt à qu'est-ce qui donne du bonheur, quelle est la source de bonheur selon les individus. Et selon lui, eh ben, on retrouve
les 4 tempéraments avec 4 sources possibles de bonheur, à savoir, pour les rationnels, les rationnels, commençons par eux, la logique, c'est-à-dire d'exercer leur intellect sur des défis, c'est peut-être ceux aujourd'hui qui font des grilles de sudoku dans le métro, voilà, ils aiment faire travailler leur méninge pour résoudre des problèmes. Pour les gardiens, ça sera les possessions, alors pas forcément les possessions matérielles, mais en tout cas l'accumulation aussi de connaissances, de compétences, d'informations, un goût de la thésaurisation, un peu comme l'écureuil qui fait ses réserves de noisettes pour l'hiver. Pour les idéalistes, ça va être l'éthique, c'est-à-dire le souci de faire les choses bien, au sens de faire le bien plutôt que de faire le mal. Et puis pour les artisans, les plaisirs de l'existence, la bonne chère, la vie agréable, les plaisirs des 5 sens. Si on avance dans les siècles, là on est encore avant Jésus-Christ, avec Galien. Alors Galien était médecin, et finalement il a repris à son compte la théorie des humeurs d'Hippocrate, donc je ne vais pas réafficher la même image, mais il reprend cette notion à son compte. Ce qu'il y avait aussi, qu'on avait vu sur un slide précédent, c'était le lien avec les éléments, les 4 éléments, puisque avant de découvrir les atomes, donc avant Lavoisier et puis plus tard Mendeleïev, on pensait que la matière était composée de 4 éléments en proportion variable, l'eau, l'air, la terre et le feu, et donc les 4 tempéraments correspondent aux 4 éléments, avec l'air pour les artisans, le feu pour les rationnels, la terre pour les gardiens et l'eau pour les idéalistes. Si on avance encore de quelques siècles, qu'on saute par-dessus finalement le Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge c'est un peu tombé en désuétude, on s'y est moins intéressé à ces sujets-là, et puis c'est revenu au moment de la Renaissance. Et Lavater, lui, était un physiologiste, et il a inventé une discipline en fait qu'il a appelée la physiognomie. Alors la physiognomie, de nos jours, on parlerait peut-être plutôt de morphopsychologie, et c'est cette idée que, en regardant le visage des gens, on peut, en regardant la morphologie du visage des gens, eh bien on peut, au fond, connaître leur personnalité. Et quand on voit ces images, même sans avoir fait des études avancées en morphopsychologie, on s'imagine quelle peut être la personnalité de ces personnages, et ça correspond bien, je trouve, à ce qu'on imagine d'un colérique, d'un mélancolique, d'un flegmatique ou d'un sanguin. Alors au XXe siècle, les choses s'accélèrent considérablement. On ne va pas tous les voir en détail, mais par exemple, Hadicke et Sprenger, bon, ça c'est la technique, ça va disparaître tout seul. Hadicke et Sprenger s'intéressent soit à une vision du monde, soit à une attitude, et quand on regarde les noms donnés à ces 4 visions du monde ou à ces 4 attitudes, on fait assez facilement le lien avec les 4 tempéraments, que sont le gardien, le rationnel, l'idéaliste et l'artisan. Kersey, dans la première itération de son modèle, il avait pris des noms tirés de la mythologie. Donc il avait pris Dionysos, Apollon, Prométhée, Épiméthée. Il a donné ces noms-là. Il se rendait compte que ce n'était pas forcément facile à manier. Donc après, il est revenu à des noms plus simples, donc les noms notamment donnés par Platon. Il y a Lobker, qui est un psychologue, qui lui a fait, comme Kersey, un lien entre les types MBTI et les tempéraments, et on retrouve les mêmes groupes NF, NT, SJ, SP. Linda Behrens a écrit un livre aussi sur les tempéraments, on retrouve les mêmes combinaisons. Tony Alessandra est un Américain qui, lui, a inventé ce qu'il a appelé la règle de platine. Alors la règle d'or, c'est quoi? C'est traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Et Tony Alessandra, il lui dit non, pas du tout. Il ne faut pas traiter les autres comme vous voudriez qu'on vous traite. Il faut traiter les autres comme ils voudraient que vous les traitiez. C'est-à-dire que vous teniez compte de leur tempérament, teniez compte de leur fonctionnement, et que vous communiquiez avec eux, et que vous vous comportiez avec eux comme ils le souhaitent. Et donc c'est la règle d'or qui va un cran plus loin que la règle de platine, qui va un cran plus loin que la règle d'or. Et les 4 types qu'il identifie sont le directeur, le sociable, le relationnel et le penseur, qui correspondent là aussi de manière évidente à ceux qu'on connaît. Persona que j'évoquais tout à l'heure, avec 4 styles sociaux, l'analysant, le contrôlant, le promouvant et le facilitant. Et puis, il y a un modèle qui est intéressant, dont on va parler un petit peu juste après, qui est Insight Discovery, alors qui est un autre modèle qui est purement jungien, c'est-à-dire qu'il est vraiment basé sur les types psychologiques.
Mais lui, il utilise le symbolisme des couleurs. Donc on va voir comment ça fonctionne. Il y a d'autres modèles basés sur le symbolisme des couleurs, comme arc-en-ciel. Et je voudrais prendre une précaution oratoire. Alors je vais enlever ce pop-up qui est un peu tenace. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que dès lors qu'on a une matrice avec 4 cases et puis des jolies couleurs dedans, on est dans les tempéraments. Et le meilleur exemple de ça, c'est le HBDI. Je sais que certains d'entre vous ici l'utilisent et le pratiquent. Le HBDI s'intéresse au fonctionnement cérébral, avec la partie corticale, la partie limbique, le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc ça nous fait 4 cadrans. Mais on a beau le tourner dans tous les sens, ça ne rentre pas dans les cases du tempérament, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc c'était juste pour vous dire, attention, c'est pas parce que ça ressemble à, c'est un peu comme le Canada Dry des tempéraments, ce n'est pas du tempérament. Merci Pierrette. Inside Discovery, lui, est basé sur le symbolisme des couleurs. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que les couleurs ont un symbolisme, elles nous parlent. Le jaune, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil, c'est la joie de vivre, donc ça va bien à l'artisan. Le rouge, c'est le feu, c'est l'action, c'est le combat, donc ça va bien au rationnel. Le bleu, c'est plutôt calme, c'est paisible, c'est même parfois un peu froid, c'est l'eau. Et puis le vert, c'est l'harmonie, la nature, aussi le développement, la croissance. Donc c'est un symbolisme qui fait sens, à mon avis. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce modèle, c'est que les gens s'en souviennent. Parce que quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un découvre son type, ça m'arrive, et je pense que ça vous arrive aussi, d'accompagner quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais le MBTI, je l'ai passé il y a 5 ans, mais je ne me souviens plus des lettres. » Ou il s'en souvient d'une ou deux. Alors que les couleurs, en général, les gens s'en souviennent. Et je pense que c'est parce que les couleurs ont un symbolisme, elles provoquent une émotion, et l'émotion, comme on le sait tous, c'est ça qui aide à la fixation des souvenirs. Donc si les gens se souviennent, même 10 ans après, « Ah oui, moi je me souviens, je suis vert avec un peu de jaune, ou je suis bleu avec un peu de rouge », ça leur parle. Donc je pense que c'est intéressant pour ça. Alors Inside Discovery, je crois que ça a été inventé par un Écossais, qui s'appelle Andy Lothian. Et lui, donc, il a pris les dimensions des types psychologiques de Jung, et il les a projetées, il a fait une sorte de mapping avec 2 sphères qu'il a combinées pour faire rentrer toutes les dimensions. Alors notamment, en horizontal, on a la dimension introversion-extraversion, et on retrouve, rappelez-vous tout à l'heure, le côté plutôt réactif ou plutôt proactif. En vertical, on a le sentiment et la pensée, et puis, en projetant, par une formule mathématique, finalement, on arrive à caser toutes les autres dimensions et à arriver à une sorte de roue où on retrouve les 16 types, non pas les 16 signes du zodiaque, mais les 16 types du MBTI, ce qui permet donc de nuancer, de ne pas dire à quelqu'un vous êtes rouge, vous êtes vert, vous êtes bleu, mais vous avez un mélange de couleurs, mais avec une couleur dominante. Finalement, on va retrouver une couleur dominante et puis une couleur qui vient en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc c'est une autre manière de regarder ou d'exprimer les types psychologiques. Alors, pour arriver à la promesse de la présentation, les types psychologiques, les tempéraments, c'est très intéressant pour se connaître, pour comprendre comment fonctionnent les autres, pour mieux communiquer avec eux. Mais ça a été utilisé par des écrivains, par des scénaristes, sans doute aussi par des acteurs, par des cinéastes également. Alors je ne sais pas qui parmi vous a au moins lu ou vu le premier film ou le premier livre de Harry Potter. Voilà. Donc vous vous souvenez, j'imagine, de la scène quand les élèves sorciers arrivent à Poudlard, ou Hogwarts en anglais. Une des premières choses qui leur arrive, c'est qu'on leur met un chapeau magique sur la tête. Et le chapeau magique, c'est une sorte d'inventaire de personnalité, puisqu'il analyse leur personnalité et il dit « Ah, toi, tu es comme ça, donc tu vas aller là, parce qu'il y a 4 dortoirs, comme par hasard, à Poudlard. Et donc, selon leur personnalité, on va les envoyer dans tel ou tel dortoir. » Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de grouper les gens par même tempérament. Je pense qu'on a tous appris qu'il vaut mieux, au contraire, les mixer. Mais bon, c'est pour les besoins de l'histoire. Et quand on regarde le portrait très court des quatre typologies, on a les gens qui sont courageux, chevaleresques et qui combattent pour le bien, ceux qui ont l'esprit vif, qui apprennent vite, qui sont parfois un petit peu arrogants, ceux qui sont des travailleurs loyaux, patients, parfois un peu naïfs, et puis ceux qui sont rusés, qui n'aiment pas respecter les règles et qui sont pleins de ressources. Donc là, je pense que la correspondance
pour vous est évidente. Je ne les ai pas disposées pareil que tout à l'heure, pour pas que ce soit trop facile. Et les couleurs choisies ici ne sont pas non plus les mêmes couleurs, mais je pense que la correspondance avec les tempéraments est assez claire pour vous. Si on regarde maintenant dans le monde des séries télé, alors j'ai pris Desperate Housewives parce qu'il se trouve que je l'ai regardé avec intérêt, et comme par hasard, il y a 4 personnages principaux. Et au bout de quelques épisodes, on les connaît bien, ces personnages, on comprend comment ils fonctionnent, et là on se rend compte, ça alors, c'est extraordinaire, chaque personnage correspond à un tempérament. Alors quel est l'intérêt de faire ça, à votre avis? Voilà, tout le monde s'y retrouve. Quel que soit votre tempérament, vous pouvez vous identifier de préférence à un des personnages, donc ça va forcément vous parler. Et puis, du fait que tous les tempéraments sont représentés, il y aura forcément des conflits, enfin, en tout cas des tensions entre les personnages. Effectivement, c'est ce qui se passait dans la série, c'est-à-dire que voilà, la gardienne rentrait en conflit avec l'artisan, l'artisane, je ne sais pas si ça se dit, et la rationnelle avec l'idéaliste. Et donc, ça permet à la fois cette identification systématique, et puis c'est la source de conflits merveilleux pour les scénaristes. C'est également utilisé, à n'en point douter, dans le cinéma. Alors là, je vous montrerai l'image, mais je ne vous dirai pas qui est qui, parce qu'on va avoir à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, une conférence consacrée entièrement au Magicien d'Oz, avec les correspondances, là plutôt du côté des fonctions du MBTI. Mais là aussi, si vous regardez de près les personnages, si vous connaissez un peu les personnages, et donc ce sera un bon prétexte pour vous de revoir le film avant la conférence de fin d'année, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y en a un qui correspond au tempérament gardien, l'autre au tempérament rationnel, un troisième aux idéalistes et un quatrième aux artisans. Donc c'est vraiment très utilisé. Ça peut aussi être utilisé, puisque je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent avec les acteurs, ça peut aider aussi des acteurs finalement à se projeter dans un rôle, à comprendre les clés du fonctionnement d'un personnage qui ne serait pas forcément similaire à lui. Alors, il ne faut pas croire que c'est une chose moderne, parce que là j'ai parlé de Harry Potter, Desperate Housewives, Le Magicien d'Oz, là on est en plein XXe siècle, mais c'était déjà utilisé, consciemment ou pas, j'en sais rien, par d'autres auteurs, et notamment, si vous regardez Tolstoï dans Guerre et Paix, il y a un passage où un des personnages est initié par un franc-maçon donc pour rentrer dans une loge maçonnique. Et là, Tolstoï nous dit, les gens qui rejoignent les loges maçonniques, ils ont quatre motivations possibles. Il y en a qui sont attirés par le côté rituel et le cérémonial. Il y en a qui sont attirés par les secrets scientifiques qu'ils vont pouvoir apprendre. Il y en a qui sont attirés parce que ça va représenter pour eux un chemin d'évolution personnelle. Et puis il y en a qui sont attirés parce que ça va leur permettre en gros de développer leur réseau. Donc on retrouve déjà ça à l'époque de Tolstoï. Il y en a qui disent aussi que Shakespeare a utilisé ça, on peut s'amuser à trouver des correspondances entre chaque personnage et les tempéraments. Mais on peut même remonter beaucoup plus loin, dans un livre qui est finalement fondateur de notre culture, et se poser la question, pourquoi y a-t-il 4 évangiles? Et il y a des gens qui considèrent que finalement, les 4 évangiles, c'est la même histoire, mais racontée selon 4 points de vue différents. Et si on regarde de près le style, les mots utilisés, etc., eh bien on va se rendre compte que c'est la même histoire racontée du point de vue d'un gardien, d'un rationnel, d'un artisan et d'un idéaliste. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien qui traverse les siècles et qui traverse toutes les œuvres écrites ou visuelles. Et c'est pour revenir à l'époque contemporaine, voilà comment trouver son tempérament en une question. Alors ça, c'est utilisé par un site de rencontre qui prétend matcher les gens par tempérament. Alors ils n'appellent pas ça tempérament, je crois qu'ils appellent ça type psychologique, quelque chose d'approchant ou personnalité. Et on vous dit, voilà une image, si vous deviez donner un titre au livre dont cette image est la couverture, qu'est-ce que vous choisiriez comme titre? Et il y a des gens qui vont dire, c'est Aventure à Rio, ça bouge, voilà, il se passe des tas de choses. D'autres qui disent, c'est l'anatomie d'une amitié, je décortique tous les détails. Des gens qui vont vous dire, non, c'est un livre sur les jeux de pouvoir. Et puis, enfin, il y a des gens qui vont dire, non, ça parle de tout ce qu'on n'a pas dit, de l'ineffable des relations entre les gens. Et évidemment, là aussi, la correspondance avec les tempéraments est transparente. Alors, sur le site en question, ça s'appelle l'explorateur, le bâtisseur, le directeur, le négociateur. Mais là aussi, la correspondance avec les tempéraments est plutôt évidente. Ça a inspiré aussi évidemment les peintres ou
tout ce qui relève du graphisme. Ça, c'est une gravure du XVIe siècle, une très jolie allégorie des 4 tempéraments. Ici, un portrait beaucoup plus contemporain, qui est intéressant parce que là, c'est peut-être plutôt les 4 éléments, parce que notamment, on voit qu'ils ont, les 4 jeunes femmes ou jeunes filles ont sur leur robe des symboles qui correspondent aux symboles des 4 éléments. Il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Les couleurs aussi, les 4 couleurs de l'alchimie. Donc ça inspire vraiment tout le monde. Ça a même inspiré les chorégraphes, puisqu'il y a un ballet qui s'appelle Les 4 tempéraments, avec une musique donc, de Pauline Demit et une chorégraphie de Balanchine. Et si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez au moins de larges extraits de ce ballet-là. Alors pour finir, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous reconnaissez cet objet? Oui. Et quand on en utilise un, on l'achète, on s'en sert, et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois? Il y a une couleur qui est vide, il y en a une qui est bien entamée, et puis il y en a 2 qu'on n'a pas beaucoup utilisées. Et ça fait mal au cœur de se dire je vais le mettre à la poubelle sans avoir utilisé les couleurs à fond. Donc si j'avais une suggestion à vous faire, ça serait pour vous de faire la même chose, de vous dire moi j'ai 4 couleurs et je vais les utiliser toutes les 4. Il y en a peut-être qui ne sont pas confortables pour moi, mais allez, je vais faire un effort, je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller explorer, si je suis idéaliste, qu'est-ce que ça fait d'être rationnel? Si je suis gardien, qu'est-ce que ça fait d'être artisan et de se lâcher un peu? Et ainsi de suite. Voilà, merci.